Vendredi 8 novembre 2024, il est 19 h à Kinshasa et vous êtes en direct de Mondico Télévision. C'est l'heure pour nous de vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les principaux titres. L'Union africaine soutient le processus de paix de Luanda dans la résolution de la crise sécuritaire entre la RDC et le Rwanda. C'est l'envoyé spécial de l'Union africaine pour la prévention du génocide et d'autres atrocités de masse, Adama Dieng, au sortir des échanges avec le gouverneur de la province du Nord Kivu, Peter Chirimwami. L'Assemblée nationale de la RDC a manifesté son indignation au gouvernement suite aux honneurs militaires rendus à Olivier Ndoungou-Nguéré, le ministre rwandais des Affaires étrangères. Le président de l'Assemblée nationale a sollicité Samuel Bemba, vice-ministre de la Justice et de Contentieux internationaux, qui défendait le projet de loi pour relayer cette indignation à la première ministre Judith Suminwa. La reprise de vol de la compagnie nationale Congo Airways dans plusieurs provinces de la RDC se dessine à l'horizon. Lors d'une interview lui accordée, Norbert Sengamali, le directeur général ad interim de Congo Airways, a confirmé d'ici la fin du mois de novembre l'arrivée d'un avion de service et de 3 autres au mois de décembre. Encore une fois, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu le jeudi 7 novembre le lettre des créances de 3 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires nouvellement accrédités avec résidence en République démocratique du Congo. Il s'agit de M. Abdulaziz Mohamed Al-Badi du Royaume d'Arabie Saoudite, Sabato Franco Sarantino de la République d'Italie et Meroukia Getui Yorkou de la République fédérale d'Éthiopie. Suivez. Ils étaient au total 3 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, respectivement du Royaume d'Arabie Saoudite, de la République italienne et de la République fédérale d'Éthiopie. Ils ont tour à tour présenté leur lettre de créance ce jeudi 7 novembre 2024 au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au chapiteau de la Cité de l'Union africaine. Le premier reçu par le chef de l'État, l'ambassadeur Abdulaziz Mohamed Al-Badi d'Arabie Saoudite, est marié et père de 2 enfants. Son Excellence, M. Abdulaziz bin Mohamed Al-Badi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Arabie Saoudite. Le diplomate saoudien a eu une maîtrise en administration publique avec mention plus grande distinction obtenu aux États-Unis d'Amérique. L'ambassadeur Abdulaziz est aussi détenteur d'un diplôme supérieur en études diplomatiques du ministère saoudien des Affaires étrangères avec mention grande distinction et une licence en sciences politiques de l'université Roi Saoud. Le nouvel ambassadeur d'Arabie Saoudite en RDC a occupé plusieurs postes diplomatiques. Il a été notamment chargé d'affaires à Ottawa, au Canada, ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite près la République de Tadjikistan et chargé d'affaires au Danemark, Brésil et au Kirghizistan. C'était ensuite au tour de l'ambassadeur d'Italie, Sabato Franco Sorrentino, de présenter ses lettres de créance au président de la République. Il est diplômé en sciences politiques de l'Institut universitaire oriental de Naples, entré dans la carrière diplomatique en 2002. Le diplomate italien a exercé les fonctions de secrétaire délégation à la Direction générale des pays d'Amérique. Il a été ensuite affecté à la Direction générale des pays d'Asie, d'Océanie, du Pacifique et de l'Antarctique. L'ambassadeur Sabato a aussi occupé le poste de chef de mission adjoint à la délégation diplomatique spéciale à Taipei et des consuls adjoints au consulat général de première classe à New York. Avant son affectation en RDC, le nouvel ambassadeur d'Italie a assumé notamment les fonctions de directeur exécutif adjoint à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. L'ambassadeur de la République fédérale d'Éthiopie, Meroukia Getacheu Yorkou, a clôturé la série d'audiences auprès
du président de la République. Le diplomate éthiopien a un master en finance et une licence de l'université d'Addis Abeba. Il a été directeur général des ressources humaines et directeur général adjoint des affaires consulaires au ministère des Affaires étrangères à Addis Abeba, en Éthiopie. Dans le même chapitre, le chef de l'État a reçu le jeudi à la Cité de l'Union africaine l'ambassadrice de Belgique en République démocratique du Congo, Roxane de Bilderding. Plusieurs sujets révélant les relations bilatérales entre les deux pays, parmi lesquels la question, allais-je dire, des investissements économiques figurait à l'ordre du jour. Regardez. Il s'est agi des discussions autour des différents thèmes qui animent les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Parmi les sujets évoqués, le projet sur les investissements économiques, particulièrement dans le domaine agricole. Nous avons aussi échangé sur les différents projets sur lesquels la Belgique est très fort investie ici. Il y a les investissements économiques. Je reviens par exemple, la semaine dernière, j'étais dans le sud Ubangui, où j'ai visité une plantation où on transforme des produits agricoles congolais localement, et il y a vocation à créer une zone économique spéciale, à développer le corridor qui mène jusque Douala pour exporter des produits congolais, mais aussi à travers le port d'Akoula, par le fleuve, à amener tous des produits vers Kinshasa. Donc nous sommes convaincus que ce genre d'intervention est vraiment très bénéfique pour avoir toute une série d'impacts pour la population. L'entretien entre le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et la chef de la diplomatie belge en poste à Kinshasa a également tourné autour de la sécurité à l'est de la RDC, avec un accent sur le processus de Luanda, du climat des affaires et de l'aide au développement. Le Royaume de Belgique, à travers son agence de coopération bilatérale EUNABEL en sigle, compte soutenir bon nombre de projets, notamment dans la formation technique des jeunes. Vous l'avez déjà entendu parler lui-même du climat des affaires. Je crois que le président a vraiment une volonté de changer les choses, d'améliorer le climat des affaires, parce que si les investisseurs qui sont là aujourd'hui en RDC constatent qu'il y a cette amélioration du climat des affaires, ils vont en inspirer beaucoup d'autres pour venir investir dans ce pays. On a aussi notre agence de coopération bilatérale, EUNABEL, qui est présente pour tout le volet social. On voit des jeunes, par exemple, qui ont des formations techniques. Donc, ils apprennent des métiers bien particuliers, et quand ils sortent du secondaire avec ces formations techniques, ils reçoivent déjà un kit de démarrage. Donc, vous avez des jeunes qui sortent, qui ont appris la miellerie et qui sortent avec un kit pour démarrer déjà dès la sortie de l'école leur ruche et leur production de miel, qui rapporte bien du revenu à la famille. Les relations bilatérales entre Kinshasa et Bruxelles remontent à des lustres, un partenariat qui ne cesse de s'intensifier à travers des projets à impact visible. Poursuivant ce journal, l'Union africaine soutient le processus de paix de Luanda dans la résolution de la crise sécuritaire entre la RDC et le Rwanda. Adama Dieng, envoyé spécial de l'Union africaine pour la prévention du génocide et d'autres atrocités de masse, l'a affirmé ce vendredi 8 novembre à l'issue d'une rencontre avec le gouverneur militaire du Nord Kivu. Suivez. Les atrocités criminelles ne naissent pas d'elles-mêmes. Et c'est pourquoi nous devons tout faire pour encourager le processus de Luanda pour que la paix s'instaure dans cette partie de l'Afrique afin que les populations puissent retourner à une vie normale. Et des efforts sont faits en ce moment dans ce sens. Vous avez été vous-même témoin de la réunion qui s'est déroulée il y a quelques jours ici à Goma et à l'issue duquel les deux ministres des Affaires étrangères du Rwanda et de la RDC se sont à nouveau engagés à tout mettre en œuvre pour qu'il y ait la paix, pour que cesse justement la commission de tels crimes, des crimes qui sont extrêmement graves. Je vais, comme vous le savez, continuer aujourd'hui ma visite sur Goma, d'abord en allant rencontrer les populations déplacées et ensuite échanger avec
le représentant adjoint de la MONUSCO et enfin rencontrer les acteurs de la société civile. Et puis les forces armées congolaises FARDC et le résistant Wazalendo ont repris le contrôle des agglomérations de Minjenje et Peti dans les territoires de Walikale au Nord Kivu, à l'issue de violents combats menés tout au long de la journée du jeudi contre le rebelle du M23. Une accalmie relative s'observe cependant sur d'autres lignes de combat, c'est notamment à Kaïra, dans le groupement de Bachali, dans le territoire de Massissi, où les affrontements entre le rebelle du M23 et les Wazalendo ont été signalés ces dernières 48 heures. Regardez. Le commandant de la police nationale congolaise de Pinga a confirmé la reprise de Peti par les FARDC et les Wazalendo lors d'un entretien avec la presse le vendredi 8 novembre 2024 à 2h40. Ces responsables précisent que les forces loyalistes poursuivent leurs efforts pour libérer d'autres localités de Walikale, encore sous l'emprise du M23, un groupe rebelle soutenu par le Rwanda. Cette reconquête intervient peu de temps après une tentative de rebelles du M23 de renforcer leur emprise sur la région, marquée notamment par une cérémonie d'installation d'un nouveau chef de la cité de Peti. Cet acte symbolique visait à asseoir leur autorité, mais il n'a pas empêché la riposte des forces loyalistes qui œuvrent désormais pour restaurer pleinement la sécurité et la souveraineté dans les territoires de Walikale. Dans l'entretemps, une accalmie relative s'observe cependant sur d'autres lignes de combat. C'est notamment à Kaïra, dans le groupement Bachali, dans le territoire de Massissi, où les affrontements entre les rebelles du M23 et les Wazalendo ont été signalés ces dernières 48 heures. Du côté des Kalembe, à cheval entre les territoires de Massissi, Walikale et Rutshuru, tous les belligérants gardent leur position initiale depuis pratiquement une semaine. Dans le Lubero, plus précisément à Kamandi, Guité et à Kikuvo, sur la côte ouest du lac Édouard, les rebelles du M23 RDF se sont retirés de ces localités sans combat et se seraient repliés jusqu'à Katwa, leur campement initial, incendié depuis une semaine par le Wazalendo. Toujours dans le même chapitre, au moins 34 civils ont été tués à Walikale au Nord Kivu depuis le 20 octobre, dans les combats qui ont opposé le M23 RDF contre le FARDC et les Wazalendo. C'est ce qui ressort d'un rapport des Nations Unies publié le 7 novembre qui a exprimé ses inquiétudes suite à la montée des violences dans cette partie du pays qui ont des conséquences sur plusieurs secteurs de la vie. Images et commentaires. Les Nations Unies ont exprimé leur inquiétude face à la montée des violences et à la dégradation des conditions de sécurité dans la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Selon les chiffres partagés par l'ONU, des affrontements armés dans le territoire de Walikale ont causé la mort d'au moins 34 civils et fait des centaines de blessés depuis le 20 octobre. Ces violences ont également provoqué des déplacements de plus de 34 000 personnes, parmi lesquels les hommes, des femmes et des enfants, ajoutent les sources locales citées par l'ONU. Le secteur de la santé n'est pas épargné dans la zone de santé de Pinga, hôpital général de référence qui joue un rôle essentiel pour des soins d'urgence, souffre d'une grave pénurie de fournitures médicales essentielles. Les organisations humanitaires alertent également sur la fréquence croissante des attaques contre les sites des déplacés dans les zones de Goma, Niragongo et Massissi. Entre juin et octobre, plus de 100 attaques ont été documentées dans ces sites, causant la mort d'au moins 18 déplacés, rapporte l'ONU. Ces attaques incluent des meurtres, des viols à main armée, des agressions sexuelles, des travails forcés, des extorsions et de pillages, affectant particulièrement les femmes, les enfants et les adultes les plus vulnérables, selon la même source. Malgré les violences, les organisations humanitaires continuent de fournir de l'aide, notamment en nourriture, eau potable et soins de santé à plus de 650 000 personnes déplacées dans les environs de Goma, bien que la présence de groupes armés à proximité des sites entrave la livraison de cette aide, note l'ONU. Face à l'aggravation de la situation, les Nations Unies ont appelé les autorités congolaises à rétablir la sécurité autour de sites des déplacés pour garantir la protection des civils et assurer les conditions sûres pour les travailleurs humanitaires.
Dans le reste de l'actualité, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, n'a pas digéré les honneurs militaires réservés au ministre des Affaires étrangères du Rwanda lors de sa visite le mardi 5 novembre dernier dans la ville de Goma à l'occasion du lancement des travaux du mécanisme ad hoc de vérification du processus de Luanda. Au cours de la plénière du jeudi 7 novembre, Vital Kamerhe a jugé très grave cette attitude observée par les autorités militaires du Nord Kivu. Viningali Junior. L'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a exprimé le jeudi 7 novembre son indignation à l'endroit du gouvernement à la suite des honneurs militaires adressés à Olivier Nduhungirehe, ministre rwandais des Affaires étrangères, le mardi 5 novembre dernier à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, à l'occasion du lancement officiel du mécanisme ad hoc de vérification du processus des Luanda. Vital Kamerhe l'a fait savoir lors de la plénière du jeudi 7 novembre 2024 consacré à l'examen du projet de loi portant prorogation de l'état des sièges en Ituri et au Nord Kivu. Le président de l'Assemblée nationale a demandé à Samuel Mbemba, vice-ministre de la Justice et contentieux international qui présentait le projet de loi, de transmettre cette indignation à la première ministre Judith Suminwa. D'aller dire à Madame la Première ministre toute notre indignation de voir que le ministre des Affaires étrangères du Rwanda arrive à Goma, ce n'est pas mauvais puisque nous recherchons la paix, nous sommes pour la paix, mais que vous puissiez lui donner autant d'honneur. La prochaine fois quand ce ministre viendra sur le territoire congolais, nous n'avons même pas besoin d'avoir des honneurs quand nous allons au Rwanda et ils ne le font jamais et ils se font respecter. Mais comment nous pouvons vraiment, dans la ville martyre de Goma, nous recevons le ministre des Affaires étrangères du Rwanda et c'est notre gouverneur militaire qui est au garde à vous avec l'inspecteur provincial de la police. Non, ça nous disons non. Transmettez cela à Madame la Première ministre, que tous les députés sont indignés par ça. En effet, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Peter Chirimwami, accompagné d'autres officiers de l'armée et de la police, ont pompeusement accueilli le diplomate rwandais à Goma, où il a pris part avec ses collègues congolais et angolais à la cérémonie du lancement du mécanisme de vérification ad hoc renforcé, chargé notamment de recueillir les accusations entre la RDC et le Rwanda qui sont déchirées par une crise en raison du soutien militaire de Kigali aux rebelles du M23 sur le sol congolais. Et puis, la première ministre Judith Suminwa a échangé le jeudi 7 novembre avec le réseau des femmes mandataires. Il était question pour la chef du gouvernement d'avoir un premier contact avec ces femmes qui œuvrent dans les entreprises. Une rencontre sanctionnée par la remise d'un mémorandum qui, selon Christelle Mwabilou, directrice générale de l'Office congolais de contrôle et porte-parole de la circonstance, va permettre à la chef du gouvernement de s'acquérir de la situation, notamment la gestion des entreprises et établissements publics. Suivez son propos. En fait, nous sommes venus en groupe, c'est le réseau des femmes mandataires. Ici, vous avez toutes les couches des femmes mandataires et occupant toutes les fonctions pratiquement, c'est-à-dire PCA, DG, DGA, administrateur. Le premier objectif était de la rencontrer, puisqu'elle a été nommée par le président de la République en tant que première ministre chef du gouvernement. Il était question d'avoir un premier contact avec les femmes mandataires et ensuite nous avons préparé un mémo que nous lui avons adressé, que nous lui avons remis pour qu'elle comprenne un peu comment fonctionne la gestion des entreprises et établissements publics. Et ensuite nous avons aussi proposé des pistes de solutions face à certaines réalités et des défis auxquels nous faisons face. C'était justement sur la gestion des entreprises et établissements publics, comment elles fonctionnent, les difficultés qu'elles rencontrent de manière générale, ainsi que les pistes de solutions que nous estimons importantes pour pouvoir améliorer les conditions de ces entreprises et établissements publics. Nous avons repris quelques lignes que je ne peux malheureusement pas aborder ici, mais nous avons parlé de plusieurs points, notamment les réformes par exemple, et puis l'amélioration des conditions de manière générale, que ce soit pour les dirigeants et même pour les agents qui travaillent en tant qu'exploitants au sein de ces entreprises et établissements publics.
De manière générale, nous n'avons rien déploré. Nous n'avons rien déploré. Comme j'ai dit, c'était un premier contact. Nous sommes venus échanger avec elle en tant que chef du gouvernement. Elle nous a écoutés, nous avons discuté et il n'y avait rien à déplorer. C'était juste pour lui présenter aussi nos civilités. Elle était très contente, elle nous a encouragés et elle nous a aussi orientés, nous a donné quelques pistes de solutions et elle nous a aussi motivés. Et elle nous a rappelé aussi que nous ne devons pas nous attarder par exemple sur les conflits, mais faire un effort pour pouvoir travailler et améliorer les conditions de travail là où nous travaillons. Et comme je l'ai dit, c'était aussi une première rencontre, donc c'était beaucoup plus une prise de contact. Il n'y a pas eu grand-chose à dire. Il y a eu des présentations et un bref aperçu en fait de ce que représentent les établissements d'entreprise publique. Je l'avais annoncé en titre que la reprise de vol de la compagnie nationale Congo Airways dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo se dessine à l'horizon. L'actuel directeur général intérimaire du Congo Airways, Norbert Sengamali, vient de faire cette annonce à Kinshasa. Selon lui, d'ici la fin du mois de novembre en cours, il y aura déjà un avion en service et d'ici la fin décembre 2024, il y en aura 3 pour desservir à l'égir plusieurs provinces de la RDC. Congo Airways va retrouver le ciel congolais après plus de 2 mois d'interruption de ses vols. Suivez. Le directeur général intérimaire de Congo Airways se veut rassurant. Il croit dur comme fer à la relance de cette compagnie aérienne qui était au bord de la faillite. Non seulement que ses avions étaient cloués au sol, le personnel a enregistré plusieurs mois d'arriérés de salaire. La situation n'est pas encore améliorée, mais l'espoir est permis, reconnaît Norbert Sengamali. Les nouveaux dirigeants ont manifesté la bonne volonté de commencer à payer les arriérés de salaire pour redonner ainsi le sourire au personnel. Dans cette perspective de la relance, les avions de Congo Airways vont retrouver le ciel congolais. Signe avant-coureur de cette reprise, les billets sont déjà en vente, selon le directeur général intérimaire. Aujourd'hui, nous avons eu à engager des discussions avec des compagnies européennes et je suis heureux d'annoncer que le premier avion va arriver bientôt. Déjà, les vols sont ouverts à la vente. Vous pouvez aller acheter votre billet. Ce mois-ci, nous allons reprendre avec l'exploitation. Les discussions sont avancées pour un deuxième avion à prendre en location. Si nous finalisons ces discussions cette semaine avec la CNSS et la banque, avant la fin de ce mois, il y aura un avion, un deuxième, qui viendra. Avec l'objectif, comme j'avais dit au ministre, et le ministre du portefeuille avait annoncé au public, l'objectif c'est de terminer l'année 2024 avec au moins 3 vols et 3 avions en exploitation. Après la couverture de l'espace national, les nouveaux dirigeants de cette compagnie nationale nourrissent l'ambition de conquérir le ciel africain et européen. Ils doivent se donner les moyens pour y arriver. 2024, premier trimestre 2025, c'est de relancer, de consolider les vols domestiques. Et au deuxième trimestre 2025, c'est l'ouverture de quelques lignes régionales, particulièrement Johannesburg, Douala, Libreville, Cotonou et Abidjan. C'est vrai, d'autres points, d'autres destinations viendront en ajout, mais l'objectif c'est de créer progressivement un hub ici à Kinshasa afin d'alimenter les vols long courriers que nous attendons ouvrir vers la fin de l'année 2026. Et là, c'est particulièrement Dubaï, Paris et Bruxelles. Pour que les compagnies aériennes congolaises dont Congo Airways volent à nouveau dans le ciel européen, la RDC doit être retirée de la liste noire de l'Union européenne. En vertu de cette liste noire établie depuis mars 2006, les avions congolais ne peuvent pas voler en Europe. Cette liste noire est mise à jour au fil des années. De son côté, le gouvernement congolais travaille pour sortir de cette liste noire.
Après 4 mois d'interruption, la distribution d'eau a été rétablie à Likassi grâce aux travaux de maintenance essentiels réalisés à la station de captage d'eau de Kampemba, située dans la commune de Kikula. Ce projet de maintenance mené par la régie de distribution d'eau en collaboration avec l'entreprise minière Kaipeng Mining marque un tournant important dans la gestion de l'approvisionnement en eau potable dans la ville. La fourniture en eau potable a déjà repris à la satisfaction des habitants de la ville de Likassi. Suivez. La station de captage d'eau de Kampemba est l'une des principales installations fournissant l'eau potable à plusieurs milliers de foyers dans la ville de Likassi. En raison des fréquentes coupures électriques et de l'usure du matériel, la régie des eaux a été contrainte de suspendre temporairement la distribution pour procéder à des réparations. Augustin Ilunga Nkulu, chef de centre de la régie des eaux à Likassi, a expliqué les causes de la suspension des fournitures en eau potable et les travaux qui ont été réalisés pour réparer et remonter la colonne et le moteur immergé à une profondeur de 140 mètres. Nous avons arrêté, comme je l'ai dit, pour sécuriser la pompe. À la fin, quand on a pris les mesures, c'est comme si c'était une pompe neuve, disons un moteur neuf qu'on plongeait dans l'eau. Donc, je crois après 2-3 ans, 3-4 ans, on pourra la remonter. Mais la cause, c'est quoi? La cause, ce sont les coupures à répétition. À chaque coupure, vous devez démarrer. Quand vous démarrez, c'est toute la colonne qui bouge. Alors, les câbles s'effondrent dans les parois et à un moment donné, l'eau baisse les câbles et l'isolement. Une redistribution d'eau qui rencontre la satisfaction des habitants de ce coin du pays. Maria Ilunga remercie la régie des eaux d'avoir travaillé d'arrache-pied pour rétablir l'eau. Ça fait au moins 4 jours, régie des eaux, Achitini et Maï. On a reposé ma question. Nous avons passé 4 jours sans l'eau de la régie des eaux. Nous nous sommes posé des questions de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Nous demandons à la régie des eaux d'arranger ses machines pour que nous puissions toujours avoir de l'eau. Nous supplions le directeur de la régie des eaux de nous fournir de l'eau, surtout en cette période de classe avec les enfants qui vont à l'école, ça ne va pas. Nous étions obligés d'aller chercher de l'eau du puits à des longues distances et cela augmente nos dépenses alors que nous manquons de moyens. Le rétablissement de l'approvisionnement en eau à Likassi après ces travaux d'entretien illustre l'importance de la gestion proactive des infrastructures essentielles. Grâce à la collaboration entre la régie des eaux et l'entreprise KPM, les habitants de Likassi peuvent désormais bénéficier d'une distribution d'eau régulière et de qualité. À présent, au rappel de titres. L'Union africaine soutient le processus de paix de Luanda dans la résolution de la crise sécuritaire entre la RDC et le Rwanda. C'est l'envoyé spécial de l'Union africaine pour la prévention du génocide et d'autres atrocités de masse, Adama Dieng, au sortir des échanges avec le gouverneur de la province du Nord Kivu, Peter Chirimwami. L'Assemblée nationale de la RDC a manifesté son indignation au gouvernement suite aux honneurs militaires rendus à Olivier Ndungu-Yingere, le ministre rwandais des Affaires étrangères. Le président de l'Assemblée nationale a sollicité Samuel Bemba, vice-ministre de la Justice et de Contentieux internationaux, qui défendait le projet de loi pour relayer cette indignation à la première ministre Judith Suminwa. La reprise de vol de la compagnie nationale Congo Airways dans plusieurs provinces de la RDC se dessine à l'horizon. Lors d'une interview lui accordée, Norbert Sengamali, le directeur général ad interim de Congo Airways, a confirmé d'ici la fin du mois de novembre l'arrivée d'un avion de service et de 3 autres au mois de décembre. Ce journal est complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Pour tout le programme sur Mondico Télévision, une pensée en écrit.